Vaincre le cancer avec des traitements naturels. Les remèdes miracles existent-ils vraiment? Nico et moi sommes deux journalistes scientifiques. Nous partons enquêter au cœur de l'industrie du cancer. Pour mieux comprendre les dessous des thérapies alternatives, Nico jouera le rôle d'un patient souffrant d'un cancer. Nous nous rendons tout d'abord dans une clinique du sud de l'Allemagne. Les gens disent qu'on sent la vibration de la guérison dans cette pièce. La directrice médicale est naturopathe. Elle nous explique que le traitement repose en partie sur l'utilisation de sons thérapeutiques. Cette musique a été mise au point par un Taïwanais. Il a prouvé qu'elle permettait de réduire des tumeurs malignes. Les musiques que l'on fait écouter aux patients varient selon les organes malades. On n'utilise pas les mêmes sons pour un cancer du sein que pour un cancer du côlon. Quand on se trouve dans une situation désespérée, on ne cherche pas à savoir. On ne demande pas de garantie scientifique, on est souvent prêt à tout essayer. Mais pourquoi les malades sont-ils si nombreux à se détourner de la médecine conventionnelle? Est-il réellement possible de guérir en douceur? Si quelqu'un vous dit « j'ai ce qui vous sauvera » et que vous pouvez vous le payer, vous le faites. Je trouve que c'est un crime. Voilà. Et c'est tout ça pour l'argent. Les remèdes miracles existent-ils vraiment? Ils spéculent sur la peur des patients pour se remplir les poches. Souvenir d'un bonheur disparu. Irit aimait la vie et la croquait à pleines dents. Elle vivait à fond. Elle vivait... C'était formidable. Sa vie, c'était le sport et les voyages. Elle était très heureuse dans son pays d'adoption, l'Australie. Des vidéos, des photos et des lettres de Sydney. Voilà tout ce qui reste aux parents d'Irit. Leur fille a un peu plus de 30 ans lorsqu'on lui diagnostique un cancer du sein, le mal qui finira par l'emporter. Ses parents l'aident à se battre contre la maladie. Ils la soutiennent encore dans son dernier combat qui l'oppose au naturopathe à qui elle avait fait confiance et confié sa vie. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle n'a jamais abandonné l'espoir d'arriver à vaincre la maladie. Jusqu'à la fin. En Australie, Irit Lauven franchit toutes les étapes des traitements conventionnels. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Elle souffre des effets secondaires. Elle ne s'est jamais sentie aussi mal. Et elle en tire les enseignements, plus jamais ça. Ses parents l'ont rejointe en Australie pour être à ses côtés dans l'épreuve. Après la chimiothérapie, Irit se remet lentement. Elle change d'alimentation et peut à nouveau profiter de la vie. Elle se met à la salsa. Là, c'est bon. J'ai bien tes pieds dans le cadre. Tout semble rentrer dans l'ordre. Pendant 4 ans, Irit va bien. Son cancer n'est plus qu'un mauvais souvenir. Jusqu'en 2004. Alors là, le cancer était revenu. Elle avait des métastases dans les poumons. Les médecins lui conseillent une nouvelle chimiothérapie. Mais Irit refuse le traitement par peur des effets secondaires. Pas question pour elle de revenir sur cette décision. Je ne veux pas revivre ça. Je vais chercher des traitements alternatifs et plus humains. Sur Internet,
la guérison miracle ne semble souvent qu'à un clic. Quand on cherche des traitements alternatifs contre le cancer, on en trouve à foison. Comment j'ai vaincu le cancer en 42 jours? On peut guérir du cancer. Sur la toile, on trouve ce qu'aucun hôpital ne peut offrir, des promesses. La guérison par des traitements sans risque ni douleur. Il arrive un moment où les patients se retrouvent dos au mur. Et là, ils sont prêts à donner leur dernière chemise pour un traitement, une thérapie, quoi que ce soit qui leur promet la guérison. C'est bien sûr une aubaine pour les charlatans. L'Allemagne est la Mecque des thérapies alternatives. Le choix d'Irit Lauven se porte sur un cabinet de naturopathie à Cologne. Ses parents souhaitent rencontrer le thérapeute, car le cancer dont souffre leur fille est déjà à un stade avancé. Il nous a donné beaucoup d'espoir. Il nous a expliqué que cette galvanothérapie consistait en des courants intelligents qui repèrent les cellules malades. Le traitement ne pouvait que réussir. Le thérapeute utilise l'électricité pour, dit-il, nécroser les tumeurs. À l'aide d'électrodes, il fait circuler dans le corps un faible courant continu censé détruire les cellules cancéreuses. Les séances durent 2 à 3 heures. Quelques rares études scientifiques se sont penchées sur ce procédé sans pouvoir établir son efficacité contre le cancer du sein. Hermann Wibringhaus dirige le centre de sénologie de la clinique Sainte-Barbara de Hamm en Westphalie. Il s'est attentivement penché sur les possibilités de la galvanothérapie. Aucun résultat ne permet de conclure à une quelconque efficacité de la galvanothérapie, aussi minime soit-elle. C'est pourtant dans ce procédé qu'Irit Lauven place tous ses espoirs. La peau cloquée par la brûlure des électrodes, elle tient bon, tout au long des interminables séances. Elle espère que le courant va détruire les métastases. Son père Walter est plein d'espoir. Le naturopathe se montre optimiste. D'ailleurs, il envoie régulièrement Irit faire des contrôles dans un cabinet de radiologie. Et là aussi, les résultats semblent prometteurs. Ce qui a éveillé mes soupçons, c'est que le cabinet de radiologie nous tenait toujours le même discours. Une des tumeurs a rétréci, l'autre pas encore. Il nous le répétait en boucle. Une des tumeurs a rétréci, l'autre pas encore. Et quand on voulait les payer par chèque, ils répondaient « Non, en liquide, de la main à la main ». Je trouvais ça très bizarre. Mais quand on est désemparé, on ne veut pas voir les signaux. Ou alors on se dit qu'on ne va pas s'arrêter à ce genre de détails. Il joue vraiment sur l'angoisse et la détresse des gens. Le naturopathe réclame 500 € par séance. La plupart du temps, sans facture ni autre trace écrite. C'était pareil chez le radiologue. On ne payait qu'en liquide. Au cabinet de radiologie, chaque examen coûte près de 1 000 €. L'affaire est rentable, car le naturopathe y envoie ses patients pour des contrôles réguliers. Les résultats sont enjolivés. Cela incite les malades à continuer le traitement. Il existait très certainement une forme de coopération tacite entre ce naturopathe et au moins l'une des personnes travaillant dans ce cabinet. Elle a fait croire à un effet positif de la galvanothérapie en faisant état d'une diminution des métastases alors que ce n'était pas le cas. En d'autres termes, il s'agit d'une escroquerie. Je contacte le cabinet de radiologie et le naturopathe. Mais il refuse de s'exprimer sur ce qui s'est passé.
le naturopathe finit par accepter de me rencontrer sans caméra. Il m'explique en détail les avantages de la galvanothérapie. Mais quand je lui demande de m'accorder une interview filmée sur le cas d'Irit Lauven, il refuse. Irit finit par comprendre qu'il y a un problème. Car en dépit de ses prétendus progrès, son état ne fait qu'empirer. Elle va faire un contrôle à l'hôpital, pour la première fois depuis son retour en Allemagne. Elle passe une radio. Je vois la radio, et là, elle avait des métastases partout dans les poumons. Le cabinet de radiologie n'en avait jamais parlé, jamais. À l'hôpital, il a suffi d'une simple radio pour que le médecin nous dise « c'est trop tard ». Irit n'arrive pas à y croire. Elle écrit au naturopathe et exige une explication. Il ne daigne même pas répondre à cette patiente qui avait remis sa vie entre ses mains. Pour Walter Lauven, la pilule ne passe pas. Vous m'aviez dit que 3 des 4 foyers tumoraux avaient déjà disparu, et cela m'avait donné énormément d'espoir. Mais cette affirmation est très éloignée de la réalité. Je ne sais plus que croire ni comment vous faire confiance. Malgré ses doutes, Irit continue le traitement. Elle ne voit pas d'autre solution. Pour les manipulateurs, la peur et l'espoir sont toujours des leviers puissants. Nous poursuivons notre voyage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous chez une guérisseuse qui fait équipe avec un médecin. C'est muni d'une lettre de son médecin traitant que mon collègue Nico se présente comme un patient atteint d'un cancer. À sa lecture, un praticien compétent opterait sans hésiter pour un traitement conventionnel, souvent très efficace dans ce cas précis. Mais quand c'est la guérisseuse au juste? Elle chuchote, ce qui nous force à l'écouter attentivement. Nico expose la situation. Le CHU de Cologne lui conseille de suivre une chimiothérapie extrêmement efficace contre la maladie de Hodgkin. Mais Nico a peur. À juste titre, renchérit la guérisseuse. Si vous étiez mon fils, je vous dirais, pas touche à la chimio, ne fais pas ça. Pareil pour moi, je n'y toucherai pas. La guérisseuse n'irait jamais aussi loin dans ses propos en dehors du cadre de cet entretien privé, et nous nous sommes bien gardés de lui dévoiler les vraies raisons de notre visite. Selon elle, certains patients ont guéri au bout de 2 séances seulement. Elle nous met en garde contre la chimiothérapie qui, à l'en croire, détruit la connexion avec les mondes spirituels, lesquels jouent un rôle décisif dans le processus de guérison. La chimio, c'est beaucoup trop lourd. Aucun malade ne peut surmonter ça. Personne ne me fera croire que la chimio peut guérir les gens. Cet argument, nous l'entendons régulièrement. Mais pour notre test, nous avons choisi un type de cancer auquel cette position ne s'applique pas, le lymphome de Hodgkin, qui est un cancer des ganglions. Il est tout à fait légitime de s'interroger sur les effets secondaires de la chimiothérapie. Dans certains cas, la balance bénéfice-risque est tout juste équilibrée, et on peut en discuter. Mais avec le lymphome de Hodgkin, on sait qu'on a affaire à une maladie curable dont l'issue est toujours mortelle en l'absence de traitement approprié. La chimiothérapie entraîne d'importants effets secondaires. Le professeur Borchmann est le grand expert du traitement du lymphome de Hodgkin. Il sait quelles souffrances les patients endurent pendant le traitement. Mais après, généralement, ils retrouvent la santé. Et cette rémission n'est pas éphémère. Elle peut durer plusieurs dizaines d'années. Traiter cette maladie par des approches alternatives est une entreprise tellement saugrenue qu'il est pour lui inconcevable d'en avoir ne serait-ce que l'idée. Tout le monde sait que c'est une maladie curable avec des méthodes conventionnelles, c'est-à-dire chimiothérapie et radiothérapie. Et tout le monde sait que c'est une maladie grave et que les patients meurent en l'absence de traitement. Je ne pense pas qu'il y ait des thérapeutes, même dans le cadre de pratiques alternatives, qui prétendent pouvoir s'y prendre autrement. Ça me semble totalement invraisemblable.
Ne rien entreprendre pour sauver des patients qui sont jeunes de surcroît, alors qu'on peut et qu'on sait les guérir, me paraît extrêmement douteux. Sur le plan éthique, c'est une aberration. Et pourtant, la guérisseuse connaît le diagnostic, mais ne veut rien savoir. Pour elle, c'est un cancer, point. Elle commence le rituel de guérison en marmonnant des prières. Son associé prend le relais. La même procédure se répète. Le médecin se qualifie lui aussi de guérisseur. Le tarif de la cérémonie est fixé à 90 €, recommandations incluses. Consommez de la vitamine B17. Informez-vous. Revenez nous voir. En principe, une fois par mois. Plus souvent si vous le souhaitez. Et allez à l'église brûler un cierge et prier la Vierge Noire. Renseignement pris, cette vitamine B17 est une substance appelée laétryl ou amidaline. On la trouve dans les noyaux d'abricots, les amandes amères et quelques autres fruits. Elle est vendue comme remède alternatif contre le cancer. Mais l'agence allemande du médicament met en garde. Il n'existe aucune preuve de l'efficacité de l'amidaline. Sa dangerosité, elle, est avérée. Lors de nos recherches, nous découvrons que l'Université de Cologne possède un institut spécialisé. Les patients peuvent y chercher conseil lorsqu'ils souhaitent compléter leur traitement conventionnel par une autre approche de la médecine. Joseph Beuth connaît toutes les pratiques alternatives. Il sait ce qui peut être utile et ce dont il faut se méfier. Un domaine que peu d'oncologues connaissent. Depuis quelque temps, on lui demande de plus en plus souvent ce qu'il pense de la vitamine B17. La publicité vante les mérites de la vitamine B17, mais en réalité ce n'est pas une vitamine. C'est un dérivé de l'acide cyanhydrique. En cas de surdosage, cette substance peut entraîner la mort par asphyxie des cellules et de l'organisme. Le discours sur la vitamine B17 ne tient pas la route. Nous déconseillons vivement d'y recourir. Étape suivante, Kassel. La ville accueille un congrès de guérisseurs. L'annonce de la manifestation a soulevé une vive polémique. Point commun des participants, le rejet de la médecine conventionnelle et de l'industrie pharmaceutique. Le produit phare de la manifestation est le MMS, supplément médical miracle. Plus prosaïquement, il s'agit d'un désinfectant et blanchissant puissant, le dioxyde de chlore. C'est l'Américain Jim Humble qui a eu l'idée d'utiliser le dioxyde de chlore comme remède. Ancien adepte de la scientologie, il a depuis fondé sa propre église. Nous avons traité des milliers de patients atteints du cancer avec d'excellents résultats. Le taux de réussite se situe entre 85 et 95%. Comme pour tous les remèdes miracles, cette affirmation n'est étayée par aucune preuve. Bien au contraire. L'agence allemande du médicament met en garde. Le dioxyde de chlore provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires sévères. Les centres antipoison font état de vomissements, de troubles respiratoires et de brûlures liées à l'ingestion de MMS. Andreas Kalker, lui, est persuadé de l'efficacité du remède miracle. Dans l'église de Jim Humble, il est qualifié d'évêque. Il voyage inlassablement dans le monde entier pour promouvoir le dioxyde de chlore. Andreas Kalker n'est pas médecin, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de vendre de l'espoir. Et l'orateur sait captiver son public. Je peux citer un grand nombre de cas où les gens ont obtenu une rémission complète en appliquant le traitement.
Selon ses promoteurs, le MMS n'est pas seulement efficace contre le cancer, mais aussi contre toutes sortes d'autres maladies. Un peu plus tard, je demande à Andreas Kalker de nous présenter les propriétés du MMS. Je pourrais énumérer pendant des heures des maladies pour lesquelles ça fonctionne. Ça va de l'ulcère diabétique à la mucoviscidose, en passant par différents cancers, comme le cancer du côlon ou de l'estomac. Et les guérisons sont nombreuses. Je vous conseille de demander autour de nous. Il y a sûrement des gens qui ont eu des cancers. Quelqu'un a eu un cancer? Personne? Notre entretien a attiré du monde. L'interprète attaché à la manifestation répond présent. Quelle est votre expérience, monsieur? En l'espace de 3 mois, j'ai pu stopper totalement la croissance de la tumeur que j'avais au foie. La chimiothérapie n'y était pas arrivée. Et pourtant, c'était la plus lourde qui puisse se pratiquer en médecine conventionnelle. Alors, si je n'avais pas décidé de m'appliquer le protocole MMS, accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, je ne serais peut-être plus là pour en parler. Nous sommes impressionnés par ce témoignage. Mais est-il véridique? Pour en avoir le cœur net, nous retournons à Cologne. L'interprète nous a donné les coordonnées de son oncologue et l'a libéré du secret professionnel. Le médecin accepte de nous livrer sa version. Monsieur Hoffmann est venu me voir il y a 9 mois. Il m'a clairement dit qu'il se traitait par des médecines alternatives et ne voulait plus suivre de chimiothérapie classique. Depuis, je l'ai vu 4 ou 5 fois et j'ai fait faire des contrôles. Je dois dire que dans ce laps de temps, la tumeur n'a pas connu de progression maligne, mais elle a un peu grossi. Loin d'avoir disparu, la tumeur a progressé. Pourquoi Michael Hoffmann nous a-t-il affirmé le contraire alors qu'il connaissait le diagnostic de l'oncologue? Je pense que c'est une manière de s'accrocher à ces médicaments et de croire à leur efficacité jusqu'au bout. En plus de 20 ans d'oncologie, je n'ai pas rencontré un seul cas de guérison attesté grâce à un traitement par les médecines parallèles. Les patients ont parfois besoin de beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'ils ont fait fausse route. C'était aussi le cas d'Irit Lauven. Elle s'accroche à la galvanothérapie, mais le courant électrique ne parvient pas à réduire les tumeurs. Au lieu de l'amélioration escomptée, son état se dégrade. Près d'1 an après son retour en Allemagne, elle comprend enfin qu'elle est tombée dans les mains d'un charlatan. Peu avant de mourir, Irit porte plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle voulait qu'il soit obligé de rendre des comptes et ne puisse plus continuer à exercer. Irit n'est pas la seule à attaquer le naturopathe. À Cologne, l'avocate Maya Steinert traite 3 dossiers de patientes atteintes de cancer du sein. Elles sont toutes les 3 passées par le même cabinet, avec un seul et même résultat. Malgré sa prétendue efficacité, la galvanothérapie n'a rien donné. La juriste prépare le procès. Cela relève clairement de la mise en danger de la vie d'autrui, avec une circonstance aggravante. Certaines de ces patientes avaient un pronostic très optimiste. Ce n'est pas comme si leur cas avait été désespéré, qu'elles avaient épuisé tous les recours de la médecine conventionnelle et qu'elles avaient cherché d'ultimes possibilités dans une approche parallèle. Non, elles ont quitté le parcours qui devait les mener à une guérison presque certaine pour s'aventurer sur les sentiers hasardeux de la magie noire. Et elles ont clairement perdu au change. Irit Lauven n'est plus en état de faire avancer la procédure. Ses forces l'abandonnent. Voici ses dernières photos.
Quelques semaines plus tard, Irit Lauven rend son dernier souffle. Elle a 38 ans. Maya Steinert veut poursuivre le naturopathe en justice. Mais les 2 autres patientes meurent elles aussi avant le début du procès. L'avocate se retrouve sans mandant et les familles n'ont pas la force de se lancer dans une procédure. Il est avéré que plusieurs personnes sont mortes d'avoir suivi son traitement, entre guillemets, et il n'y a eu aucune suite juridique. Je ne trouve pas ça normal. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'est rien passé. Maya Steinert n'abandonne pas la partie pour autant. Elle rassemble des preuves. Mais le naturopathe a pris soin de recueillir les consentements écrits de ses patients, ce qui a empêché les procédures déjà entamées d'aboutir. Irit Lauven a signé, elle aussi. Je sais que cette maladie pourrait être traitée par une opération et ou une chimiothérapie et ou une radiothérapie. Je ne souhaite pas recevoir ces traitements. L'information est très vague et sans contenu substantiel. Tout ce qu'il fait, c'est, primo, exiger que la patiente se soumette exclusivement et à 100% au traitement qu'il propose et lui interdire de s'orienter vers d'autres approches thérapeutiques. Et secondo, se dégager de toute responsabilité si quoi que ce soit ne devait pas se passer aussi bien qu'il l'a laissé imaginer à la patiente. 3 ans après la mort d'Irit, le tribunal charge Hermann Wibringhaus de rédiger un rapport sur l'affaire. Il passe en revue tous les documents et résultats des examens d'imagerie médicale. Il en arrive à la conclusion qu'Irit Lauven est tombée entre les mains d'un charlatan. Dans son rapport, il écrit « Ces différents éléments laissent clairement conclure à une erreur médicale de la radiologie diagnostique. » Mais une question décisive reste en suspens. Irit Lauven aurait-elle vécu plus longtemps en suivant des traitements médicaux conventionnels? Sur ce point, Hermann Wibringhaus est bien obligé de disculper le naturopathe. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que des mesures relevant de la médecine conventionnelle auraient pu repousser le moment du décès. La justice exige une preuve que la médecine ne peut que rarement fournir. Personne ne sait comment la maladie aurait évolué si Irit avait opté pour l'autre voie. Une incertitude qui protège les charlatans. Ça me met très en colère. Il spécule sur la peur des patients pour se remplir les poches. Je me rends dans les environs de Stuttgart, où j'ai rendez-vous dans une clinique alternative. Dans ce coin de nature à l'écart du stress quotidien, les patients suivent un programme de 5 semaines basé sur un régime spécial, des lavements intestinaux et une sorte de psychothérapie. Cela permet-il de guérir du cancer? Je veux savoir quelles seraient les chances d'un patient atteint d'un lymphome de Hodgkin s'il venait se faire traiter ici. Avec une prise en charge classique, le pronostic serait favorable à 85%. Quelles sont ses chances de guérir s'il vient chez vous? Nous n'abordons pas le problème en ces termes. Ce serait une promesse de résultat et c'est interdit par la loi. Avec un patient atteint de la maladie de Hodgkin, l'entretien serait vite expédié, nous explique Klaus Pertl, spécialiste de training mental. Car la médecine conventionnelle est très efficace pour traiter ce type d'affection, et ici, tout le monde le sait. Eh bien, nous demanderions d'abord au patient ce que son médecin lui a conseillé. Et si le médecin lui a dit de faire de la chimiothérapie, la consultation s'arrête là, puisque c'est un avis médical. C'est donc la réponse que je devrais recevoir en consultant ici. Sauf qu'en réalité, l'équipe tient un tout autre discours. Quelques semaines plus tôt, j'ai accompagné mon collègue qui se disait atteint d'un lymphome de Hodgkin. La directrice médicale, elle-même naturopathe, nous avait reçus, convaincue que son programme était parfaitement approprié. Elle nous avait exposé en détail les 3 piliers de la stratégie thérapeutique de la clinique: détoxication, alimentation et travail énergétique.
Tout cancer est une colère rentrée, un stress larvé ou une peur refoulée. Il y a longtemps que cette théorie a été invalidée. Mais ici, on continue à situer les causes de la maladie dans le psychisme du patient. Hodgkin, ça renvoie à la culpabilité. De quoi vous sentez-vous coupable? Vous avez une idée? Est-ce d'être un garçon? D'être un homme? Dans cette clinique, le patient est responsable de sa maladie et du même coup, de sa guérison. Certains des clients qui ont guéri chez nous disent que tout s'éclaire d'un coup, comme si un voile se déchirait, et alors la tumeur disparaît. C'est fréquent. Pour moi, c'est comme si on crachait au visage de mes patients. Car j'ai aussi des patients chez qui la maladie prend le dessus et qui en meurent. Des gens jeunes. Et dire d'eux qu'ils ne se sont pas donné les moyens de résoudre je ne sais quel conflit intérieur et qu'ils n'ont pas adopté la bonne attitude est irrecevable. Cela revient ni plus ni moins à les insulter. Les patients passent 5 semaines à la clinique. Le psychisme occupe une place centrale. Mais la thérapie comprend également d'autres traitements. Des bains de bicarbonate de soude, destinés à détoxiquer l'organisme, au moins 1 fois par jour. Et des lavements au café, en général 3 fois par jour. S'y ajoute un régime strict, une diète à base de protéines et d'huile selon la méthode Budwig. Sachant que le cancer a besoin de sucre pour se développer, on affame le cancer en supprimant les hydrates de carbone. Nombre de régimes dits anti-cancer se basent sur ce principe. Que l'on mange ou non, le cancer puise ce dont il a besoin dans les ressources de l'organisme, c'est-à-dire dans les organes. En tentant d'affamer le cancer, on peut réussir à affamer tous les organes du corps et à affaiblir l'organisme, mais certainement pas à combattre le cancer. Nous posons une dernière question. Et la chimiothérapie? Le programme maison vient-il à bout du cancer? La réponse est sans équivoque. Oui, absolument. On peut laisser tomber la chimio. Une promesse dépourvue de tout fondement. Je parle de cette première visite à Klaus Pertl et je lui rapporte les propos de la naturopathe. Oui, absolument, on peut laisser tomber la chimio. C'est sorti du contexte. Bien sûr, prise isolément, cette phrase est une promesse de guérison. Mais je suis sûr à 200% que nous ne faisons pas ce type de promesse. À ma connaissance, nous n'avons jamais dit à personne que la guérison était assurée parce que c'est interdit. Réduction naturelle des tumeurs. Stopper la cause du cancer. Tels sont les slogans mis en avant par la clinique. S'ils ne constituent pas des promesses de guérison à proprement parler, leur message est univoque. Ici, on sait exactement quel discours tenir sans jamais franchir les frontières de la légalité. C'est pourquoi nous nous étions fait passer pour des patients lambda. Je ne sais pas si vous êtes en train d'insinuer que nous avons sciemment induit le patient en erreur pour l'appâter et nous remplir les poches sur son dos. J'imagine que c'est le raisonnement que vous suivez. Mais ce n'est pas justifié, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment l'être humain. J'ignore si les dirigeants de la clinique sont de bonne foi. Toujours est-il que les patients qui tentent l'expérience en sont quittes pour 10 000 € de leur poche et 5 semaines d'un temps qui leur est précieux. Sans compter qu'ils s'exposent à plus de risques en optant pour cette seule solution. C'est leur santé, voire leur vie qui est en jeu. Il faudrait que les autorités compétentes disent clairement que c'est interdit, qu'en Allemagne, personne n'a le droit de traiter des patients atteints de cancer sans avoir reçu de formation adéquate. Mais il serait difficile d'interdire l'imposition des mains, les lavements au café, les sons thérapeutiques ou les perfusions de vitamine C. C'est précisément cette faille qu'utilisent les vendeurs d'approches alternatives, mais aussi des groupes sectaires comme la médecine nouvelle germanique. Son inventeur, Rike Gerd Hammer, est un ancien médecin condamné à plusieurs reprises en France et en Allemagne. Il vit aujourd'hui en Norvège pour échapper aux poursuites dont il fait l'objet. Sa théorie,
Le cancer provient de conflits intérieurs. Il suffit de les résoudre pour en stopper la progression. Nous nous rendons dans le sud de l'Allemagne, chez une naturopathe qui travaille selon ses principes. Elle ne prête aucune attention à la lettre médicale que nous lui présentons. Ce qui l'intéresse, c'est le conflit qui empoisonne la vie de Nico. Mais auparavant, elle veut savoir si Nico est gaucher ou droitier. Pour applaudir, vous faites comme ça ou comme ça? Pour cette naturopathe, la réponse est importante. Car un cancer localisé du côté gauche a d'autres causes chez un gaucher que chez un droitier. La seule chose qui compte ici, c'est le symptôme. Et donc chez Nico, le gonflement des ganglions. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Les gens se retrouvent avec leur diagnostic, mais personne ne sait ce que c'est. Le gonflement des ganglions n'est qu'un symptôme et un signe de guérison. Ça se produit chez des personnes qui se sont beaucoup dévalorisées, avec des pensées du genre « mais qu'est-ce que je suis bête ?» Au cours de l'entretien, la naturopathe trouve rapidement la cause du mal. Peu avant que la maladie se déclare, Nico a fait un discours raté. La solution, réduire le stress. Et si des symptômes apparaissent, allez consulter. Et pour la chimio? Personnellement, je ne le ferai pas. Et je dirais la même chose s'il s'agissait de mes enfants ou de mes parents. Je ne le ferai pas. Les conseils de ce type sont lourds de conséquences. Les adeptes de la médecine nouvelle étant incités à interrompre leur traitement conventionnel. En France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, s'intéresse de près à la médecine nouvelle germanique et à d'autres doctrines parallèles. Serge Blisco, qui préside la Miviludes, est lui-même médecin. Écoutez, la nouvelle médecine germanique, qui l'on appelle aussi biologie totale, est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle incite des malades à ne pas commencer un traitement efficace ou à l'abandonner. Et donc, ils perdent des chances de guérison et finalement, ils perdent des chances de vie. C'est ainsi que Maryse Saksik a perdu son mari. Lors de ses visites au cimetière, elle se souvient des jours heureux, mais aussi des années qui ont précédé sa mort. Déjà, ça fait 8 ans et je suis aussi en colère. Il y a des morts, il y a des jeunes qui meurent, des femmes d'un cancer du sein. Je trouve que c'est un crime. Voilà. Et c'est tout ça pour l'argent. Parmi ses victimes, son mari Claude. Claude Saksik était sportif et il aimait la vie. Tout semblait lui sourire. Il vivait heureux avec sa femme et ses filles. Jusqu'à ce qu'il rencontre la médecine nouvelle germanique. Cette doctrine qui prétend guérir toutes les maladies le fascine. Il a toujours eu une peur panique de la maladie. En 2001, on diagnostique à Claude un cancer de la prostate. Il refuse tout en bloc, même une biopsie, et ne veut pas suivre de traitement. Il changeait énormément parce que il avait une façon de penser complètement différente. C'était plus lui-même, il était comme addict de cette méthode. Il passe tout son temps libre à écouter des cassettes du gourou de la biologie totale, Claude Sabat. Il en achète sans cesse de nouvelles. Sabat est un ancien élève de Rieke-Gerd Hammer et tient un discours similaire. Il suffit de résoudre ses conflits intérieurs pour recouvrer la santé. Sans médecin, sans opération, ni effet secondaire. Maryse Saksik et sa fille aînée essaient de ramener Claude à la raison. Mais une autre partie de la famille adhère au choix de Claude. Il lui suffit de se séparer de sa femme et tout rentrera dans l'ordre. Une attitude sectaire typique
qui consiste à détruire le lien entre les adeptes et leurs familles. J'ai tout essayé. J'ai fait du chantage, je suis partie, j'ai pleuré. Ils me dévalorisaient en disant tu n'as pas la connaissance, qu'est-ce que tu sais toi, tu sais rien, j'ai appris ça, si tu savais ce que je sais. Il avait même dit à ma fille que c'était de ma faute s'il avait un cancer, que c'était de ma faute parce que je l'avais dévalorisé. Et puis bon, ça s'est terminé par le lit. Il m'a dit tu vas pas me mettre à l'hôpital. J'ai dit non, je te mettrai pas à l'hôpital, je te garderai là. Je te garderai jusqu'au bout. Et je l'ai gardé jusqu'au bout. Pardon. Ce n'est que peu de temps avant la fin que Claude Saxic comprend qu'il a fait fausse route. À la fin, il m'a dit « Je me suis bien fait avoir », il m'a dit. « Je me suis bien fait avoir, t'avais raison. » Voilà. Je me suis bien fait avoir. Il a quand même compris. Mais il a mis du temps, hein. Il a mis du temps. Maryse Saxic promet à son mari d'agir contre les responsables. Jean-François Autant, de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes, la soutient depuis plusieurs années. Il est de plus en plus souvent confronté à la biologie totale. L'accroissement du nombre de thérapeutes est exponentiel, puisque chacun a organisé ses propres séminaires de formation à partir du moment où il avait acquis la méthode, entre guillemets, chez le concepteur, que ce soit Hammer, Sabat ou d'autres, il y en a quelques-uns comme ça, se sont mis à devenir eux-mêmes des formateurs de thérapeutes. Donc si vous voulez, tout ça va à une vitesse très exponentielle. Ensemble, ils préparent un procès. Mais sur le plan juridique, le dossier serait fragile. Claude Sabat n'a touché aucun de ses patients. Le mari de Maryse est mort des suites de sa maladie. À la fin, il était trop tard pour se lancer dans un traitement. Maryse et Jean-François veulent donc aborder le procès sous un angle différent. S'il est condamné pour publicité mensongère, nous aurons gagné ce procès. Parce qu'il sera reconnu par la justice que ce qu'il dit est un mensonge. Ce qui est important, c'est que ça puisse permettre à d'autres d'ouvrir les yeux, qu'il y ait un réel travail de justice qui a été fait à partir des documents qui ont été saisis, etc. Un travail d'analyse qui permette de dire qu'il s'agit d'une supercherie et d'un mensonge d'une dangerosité extrême. Quelle que soit l'issue du procès, pour Maryse Saxic, il est clair que les adeptes de la biologie totale sont responsables de la mort de son mari. La justice peut condamner des coupables avérés, mais elle ne peut pas empêcher que de nouveaux patients soient à leur tour victimes de ces procédés. Pourquoi le discours des charlatans et faiseurs de miracles séduit-il de plus en plus de monde? Alexandra Gloufke est elle aussi passée par là. Avocate spécialisée en droit médical, elle connaît pourtant bien la question. Elle a défendu des victimes de charlatans. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle irait consulter un thérapeute spécialisé en médecines alternatives pour son propre compte. Jusqu'au jour où elle s'est retrouvée dans une situation d'urgence. Alors qu'elle était enceinte, les médecins lui ont découvert un cancer du sein. On peut faire une chimio en étant enceinte, et je l'aurais fait. Si j'ai pu faire face au diagnostic, c'est aussi parce qu'il fallait que je me batte pour d'eux. Au début, tout semble se dérouler normalement. Mais le médecin s'aperçoit que le fœtus présente un œdème généralisé causé par un érythème infectieux aigu attrapé à l'hôpital. Et là, elle me dit comme ça, « Merde, Madame Gloufke, votre enfant va mourir. » Elle est sortie et m'a laissée seule un moment. Moi, j'étais en train de tomber dans un puits sans fond. Je tombais, je dégringolais, je pleurais, et en plus, elle me laissait toute seule. L'avocate perd son bébé. Elle suit la totalité de son traitement dans un état second. D'abord la chimiothérapie, puis les rayons, tout en continuant à travailler.
Son cabinet lui procure un fragile équilibre dans sa vie bouleversée. Le traitement réussit. Alexandra Glufke arrive à vaincre son cancer. Mais elle a peur d'une récidive. Le pire moment, ça a été à la fin du traitement. On m'a dit que je devrais continuer à me faire contrôler. Mais il n'y avait pratiquement plus aucun médicament, plus rien qui concrétise le suivi. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était attendre. Et cette attente était terrible. Pendant toute la durée de son traitement, l'avocate a continué à travailler. Maintenant qu'elle est guérie, elle n'arrive plus à se concentrer. Elle est obsédée par la maladie. Un jour, elle tombe sur l'annonce d'un médecin peu conventionnel qui vante les mérites d'un traitement alternatif du cancer. Peut-être va-t-elle pouvoir faire quelque chose pour éviter une récidive. Son mari l'accompagne à la consultation. Le pire, c'est qu'avant même de commencer à m'expliquer sa méthode, il m'a dit « Bien sûr, vous pouvez décider de ne pas aller plus loin, mais je vous préviens tout de suite, il y aura une récidive. Et là, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas fait et vous vous en mordrez les doigts. » De tout son discours, c'est la seule phrase qui me soit restée. Quand j'y repense, c'est si simple. Il me disait exactement ce que j'avais peur d'entendre, à savoir que le cancer allait récidiver et que cette fois-ci, j'allais y passer. Et il m'a asséné ça, comme une vérité incontestable. Le médecin commence tout de suite un traitement à base de produits homéopathiques. Il y avait plein de petites fioles en verre. Il me tenait par les mains, il marmonnait quelque chose, et puis hop, d'un coup, il choisissait l'un ou l'autre flacon. Sans donner la moindre explication sur ce singulier cérémonial, le médecin conseille à Alexandra de suivre une immunothérapie. Ce sera cher, mais c'est le seul moyen de diminuer le risque de récidive. Je me vois encore devant lui, en train de me demander comment j'allais pouvoir me débrouiller pour trouver de telles sommes d'argent. Sur le moment, c'était très clair pour moi. J'allais le faire. Dans ce genre de situation, on ne remet pas la méthode en question parce que derrière, il y a la peur de mourir. Quand on est sorti du cabinet, j'étais vraiment désespérée. Si mon mari n'avait pas été là, je crois que je me serais jetée d'un pont. Pendant des jours, Alexandra se sent perdue. Mais avec l'aide de son mari et de son oncologue, elle surmonte son angoisse et décide de ne pas suivre le traitement proposé. Cette expérience lui a permis de comprendre à quel point la peur de la mort rend vulnérable. Il faut que la médecine conventionnelle fasse plus pour éviter aux patients de s'en remettre à des charlatans aux pratiques douteuses. Dans ce genre de maladie, on a besoin d'une béquille psychologique. On a besoin de se dire qu'on fait encore quelque chose pour la combattre. On ne veut pas rester à attendre en se demandant si ça va recommencer. Et là, je me suis sentie très seule. La plupart des patients qui tombent aux mains d'un charlatan ont été déçus par la médecine conventionnelle. Ce qu'ils refusent, ce n'est pas forcément le traitement en soi, mais plutôt la façon parfois inhumaine dont l'hôpital traite les corps qu'il doit réparer. À Essen, j'ai trouvé une clinique qui adopte une démarche innovante. À première vue, rien ne la distingue d'un lieu consacré aux soins alternatifs. Mais il existe une différence de taille. Le yoga et le qigong ne sont pas considérés comme des alternatives au traitement conventionnel. Ils viennent en renfort pour les compléter. Nous ne pouvons pas guérir les cancers par les médecines douces et ce n'est pas notre but. À l'heure actuelle, il n'existe aucune approche alternative dont l'efficacité contre le cancer soit prouvée scientifiquement. Ce que nous voulons, c'est améliorer la qualité de vie des patients, atténuer les effets secondaires pendant les traitements. Pendant leur chimiothérapie, les malades sont en hôpital de jour. Une fois par semaine, ils ont des ateliers consacrés à différentes techniques de mouvement et de relaxation. Le programme comporte également de la psycho-oncologie et des conseils alimentaires. Des médecins spécialisés en médecine douce accompagnent les patients. Quand je suis ici et que Christina nous fait faire du... Comment ça s'appelle déjà ? Qigong, je sens que mon corps réagit différemment. Je n'aurais jamais imaginé ça.
Le traitement classique des cancers avec opération, chimiothérapie et rayons est rigoureusement le même qu'ailleurs. Mais en plus, les patients bénéficient d'un large éventail de pratiques complémentaires. Oncologie et médecine douce. Les deux disciplines qui d'ordinaire n'ont que mépris l'une pour l'autre travaillent ici main dans la main. L'acupuncture aide-t-elle à lutter contre les nausées? Comment soulager les douleurs liées à la chimiothérapie? Des projets de recherche sont menés en commun. Dès le départ, nous avons mis en place une stratégie commune avec nos confrères spécialistes des médecines douces. Le résultat, c'est que les patients sont plus nombreux à supporter leur traitement jusqu'au bout et à les suivre complètement. Ça les aide à combattre la maladie et améliore le pronostic. Les traitements ont donc plus de chances de réussir. Ici comme ailleurs, la chimiothérapie entraîne des effets secondaires. Mais les patients ne restent pas livrés à eux-mêmes pour les affronter. À Essen, on ne fait pas que traiter les tumeurs. On soigne des personnes. Ça me détend. Et c'est une situation où on a vraiment besoin de pouvoir se détendre. La chimiothérapie, les rayons, la chirurgie, tout ça vise à améliorer la santé des patients. Mais on ne les ressent pas comme quelque chose d'agréable. Tandis que les soins que nous proposons sont ressentis comme agréables. Ils contribuent au bien-être des patients, élément primordial dans le processus de guérison. Ça fait vraiment du bien. La démarche adoptée par la clinique d'Essen est encore une exception. Mais c'est peut-être un exemple à suivre. Notre but est aussi de couper l'herbe sous le pied des charlatans en apportant aux patients des conseils sérieux dans le domaine des médecines douces. Nous leur proposons une grande variété d'approches thérapeutiques pour qu'ils ne soient pas tentés d'essayer n'importe quoi et de se lancer dans une aventure aussi périlleuse que coûteuse. Le dialogue et les médecines douces, utilisées en complément de la médecine conventionnelle, mais sans s'y substituer. Cette option aurait peut-être été la bonne pour Irit Lauven. Ses parents espèrent que leur expérience aidera d'autres malades et leurs familles à ne pas tomber dans le piège des vendeurs de miracles. Le naturopathe d'Irit est, quant à lui, toujours en activité. Cette enquête sur le monde alternatif du traitement des cancers a été un choc pour nous. Nous étions loin de mesurer l'ampleur du problème. La balle est désormais dans le camp de la médecine conventionnelle. Elle seule peut changer la donne, en se rapprochant un peu plus des patients. Faute de quoi, le commerce de la peur continuera de prospérer.